Alors, tu vas me dire, est-ce que tu vois ma banderole? Elle est un peu en bas là. Ah, On la voit pas. On la voit pas. je vais essayer de planter un clou. Bricolage en direct. Ouais, bah, c'est bien. Alors, j'ai dit un clou là-haut et Elle te fait pas mal, hein? non. Elle a l'habitude de bricoler. Oui, oui. Ce sera bien comme ça. Là, c'est super. Là. Ah, ça, c'est bon? Dans le cœur. Tu vois? On va Oui, adopter les... Tu vois la banderole et tout, hein? c'est parfait là. On peut Il n'y a pas de commencer. vent, il n'y a pas de vent hein, aujourd'hui. Hein. Tu vas pas t'envoler C'est quand aujourd'hui. même dommage. Tu l'as gardé quand même la vidéo ou pas? Je crois que je sais même pas. Je crois. Je vais vérifier, mais il me semble que je Tu l'ai devrais peut-être. regarder parce qu'alors, même sans parole, le décollage. Non, je crois que je l'ai gardé. Hein. Je crois que je l'ai gardé. Moi, je suis pour le vaccin parce que je veux déjà me protéger moi, protéger mes collègues, protéger les patients. Mais non, excusez-moi, c'est le vent. Pendant le vaccin, on avait 14 000 sur 24 ouverts. Ça veut dire que l'été... Ces lits sont disponibles. non, Là, vous partez, bah, revenez, vous partez. Le vent, il vous emporte. j'ai une petite mise au vent, excusez-moi. C'est un sketch, notre interview. C'est un sketch. Attendez, je vous aide, madame. J'ai trop de banderoles. Voilà. Je crois que je l'ai Bah, gardé. écoute, si tu peux me renvoyer ça, parce qu'alors, rien que pour le décollage, ah, ça, Ah ouais, c'était je trop t'enverrai. drôle. J'étais trop glissée en arrière avec ma prise au vent, là. Ah, là. Ah, c'est Encore vrai que un peu, sinon, ça n'allait pas bien trouvé. Mais c'est dommage, c'est les aléas du direct, hein, qu'est-ce que tu veux. Ah, bah ça, oui. Bon, ma chère Sylvie, alors donc tu es infirmière. Est-ce que tu peux me dire un peu plus succinctement dans quel service, dans quel lieu, dans quel endroit? Alors, je suis actuellement infirmière de nuit à l'hôpital Saint-Louis à Paris, dans un service d'oncologie médicale depuis 1 an. Et avant, j'étais dans le même hôpital à Saint-Louis, mais à l'équipe de suppléance, c'est-à-dire que je travaillais dans tous les services de l'hôpital. Tous les services confondus. Tous les services de l'hôpital, quand il y avait quelqu'un d'absent, quelqu'un qui était en vacances, besoin de renfort. Voilà, on est une équipe, en fait, ce qu'on appelle une équipe de suppléance à l'intérieur de l'hôpital, ce qui évitait à l'époque d'appeler des intérimaires. Donc, on avait une grosse équipe de suppléance et donc on pouvait remplacer les absences prévues ou imprévues. Voilà. D'accord. Donc avant, il y avait une équipe de suppléants. Donc actuellement, on prend des intérimaires, c'est ça? Alors, il y a toujours une équipe de suppléance, mais elle a fondu comme neige au soleil. Et donc, on est effectivement obligé de faire appel à des intérimaires et faire des nuits supplémentaires. D'accord. À proposer en fait aux gens de faire des nuits supplémentaires. D'accord. Et pourquoi ça fond comme neige au soleil? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils s'en vont? Ils s'enfuient? Et bien voilà, ils s'en vont, ils s'enfuient, ils prennent leurs jambes à deux coups, ils pendent leurs jambes à leur cou, pardon. Oui, oui, il y a une désertification de l'hôpital depuis. Disons que ça a toujours été, hein, des gens qui partent, d'autres qui sont embauchés, etc. Mais là, si tu veux, le problème qui se pose, c'est que les gens sont. Mais on n'arrive pas à embaucher. D'accord. Voilà, on n'arrive pas à embaucher de nouvelles infirmières. Donc les gens s'en vont, quittent carrément la profession d'infirmière, ou bien partent en province, ou bien partent en libéral. Mais donc en fait, on n'arrive pas du tout à réembaucher. Par exemple, on a un service de l'hôpital où il y avait 10 infirmières de nuit, parce qu'il en faut 10, parce que 2 équipes de 5. En 1 an, tout le monde est parti. Et il n'y a eu personne de rembauché. Enfin, il y en a 9 qui sont partis. La 10e, je ne sais pas si elle va partir ou pas. Donc, si tu veux, au lieu d'être 3 ou 4
de nuit, du coup, ils ont dû fermer des lits et demander à la suppléance de venir travailler tout le temps dans ce service-là et à des gens de jour de faire des nuits. Parce qu'il n'y a plus d'équipe de nuit. Mais Plus est-ce du que tout. tu peux me dire la principale raison de cette désertification? Qu'est-ce qui fait peur aux soignants? Qu'est-ce qui les dégoûte? Qu'est-ce qui fait qu'ils jettent l'éponge, jettent la blouse plutôt? Ah oui, ils jettent la blouse. On a fait une vidéo d'ailleurs, il y a quelques années, de jeter le blouse. Il y a 2 ans, je dirais. Alors, je te dirais déjà que c'est les conditions de travail, en premier lieu. Donc, l'augmentation du travail, comment dire, si tu veux, avant, on avait des patients qui restaient un certain temps à l'hôpital. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les hospitalisations des patients sont écourtées. Donc, ça fait de plus en plus de travail à faire, parce que quelqu'un qui sort, quelqu'un qui rentre, etc., c'est beaucoup de travail. Donc, en fait, en moins de temps, on soigne plus de gens. L'instauration de quoi? J'ai pas entendu. L'instauration de? La grande équipe, ce qu'on appelle la grande équipe. D'accord, c'est quoi ça? Alors, en fait, avant, tu prenais un poste de jour, tu prenais un poste d'après-midi ou tu prenais un poste de nuit. C'est-à-dire que tu travaillais de 7h à 15h ou bien de 15h à 21h ou bien de 21h à 7h. Depuis quelques années, ça n'existe plus. Il y a eu donc l'instauration de la grande équipe. Donc, les gens de jour sont sur les horaires entre 7h et 21h. Donc, une semaine, elles vont travailler de 7h à 14h. La semaine d'après, de 14h à 21h, tu vois. D'accord. Ce qui fait qu'au niveau, quand tu es une nouvelle diplômée, que tu n'as pas de gamin, par exemple, et que tu habites à côté de l'hôpital, c'est faisable. C'est fatigant, mais c'est faisable. Mais si tu vas habiter, comme la plupart de nos collègues, parce que pour se loger à Paris, c'est très, très difficile. On n'arrive pas, en fait, à se loger à Paris. Donc, en fait, les gens sont obligés de trouver de la garde d'enfants s'ils ont des enfants. Donc, en fait, vite, rapidement, les infirmières se retrouvent avec des problèmes à la maison. Ils ne peuvent donc plus venir travailler. C'est un enfer si tu veux trouver des gens pour garder tes gamins un coup d'après-midi, un coup du matin. C'est déjà pas facile de trouver des moyens de garde pour les enfants. Mais là, tu penses bien quand ça change toutes les semaines. Donc, c'est épuisant. La perte de sens, donc aussi, puisque comme on est de moins en moins, on est obligé de courir de plus en plus, de passer peu de temps avec les patients. Maintenant, en plus, on a des dossiers médicaux sur ordinateur. Tout le temps qu'on… Alors, il faut voir la performance du matériel. Tout le temps, si tu veux… Non, mais il faut voir. Tout le temps, si tu veux, que tu passes à aller vérifier, à ouvrir ta session, à ouvrir ton logiciel, à ce que le logiciel s'ouvre, à ce que tu dises dans quel service, quel service tu veux ouvrir, quel patient tu veux voir, les prescriptions, tout en fait. Ça prend un temps fou. Si tu veux, pour te donner une idée, un patient, avant, il sonnait, il avait mal. On avait la feuille avec la prescription, on savait à quelle heure on lui en avait donné un comprimé, on ouvrait la pharmacie, on lui donnait. Et le patient, 15 minutes après, il n'avait plus mal parce qu'il y a des antalgiques qu'on donne, par exemple, qu'on appelle les antalgiques majeurs ou de palier 3, qui font effet en un quart d'heure sur les douleurs. Là, maintenant, le patient, il attend en gros pendant 20 minutes que l'ordinateur s'ouvre parce qu'il se referme sans arrêt, donc il faut toujours ouvrir. Aussitôt que tu as le dos tourné, en fait, tout se referme. Puis après, il faut que tu ailles chercher le médicament, il faut que tu notes, etc. Donc, en fait, le patient, il attend déjà 15 minutes avant d'avoir son antalgique. Ah ouais. Donc, tu vois un peu déjà le problème qui se pose. Et nous, pendant ce temps-là, en fait, on est devant un ordinateur à essayer d'ouvrir, qui s'éteint sans arrêt, ça bug. Donc, enfin, vous faites non seulement de la logistique, plus du soin, plus de… Ah oui. Une accumulation de compétences. Avant, on avait un autre exemple comme ça. On avait un patient en fait, qui devait descendre en radio. On appelait, les brancardiers venaient chercher le patient. Oui.
Maintenant, il faut qu'on envoie sur un autre logiciel à nos collègues qui sont en brancardage, qui sont brancardiers cette nuit-là. Il faut qu'on leur envoie un message comme quoi, c'est un message compliqué, hein, avec le nom du service, le nom du patient, où il va, etc. Et qu'ils le reçoivent, tu vois, et après qu'ils viennent. Tu vois, tout doit se passer par Internet, on va dire, ou Internet, c'est l'intérieur ou pas. Donc, alors, parfois, ils ne le reçoivent pas. Donc, tu es là, tu attends. Pendant ce temps-là, le patient n'a pas son examen. Ah. Voilà, tu t'occupes de vérifier qu'il y a bien l'ambulance pour le lendemain matin, pour le patient, un examen en extérieur ou un retour chez lui de commander. En fait, on passe notre temps à ça. On passe notre temps, en fait, sur les ordinateurs, mais il n'y a pas que les infirmiers. Hein. Les médecins, c'est pareil. Hein. Ça veut dire que le côté humain est moins présent avec le temps? Là, si tu veux, nous, c'est notre première revendication, hein, c'est de pouvoir continuer à soigner dans la dignité et dans la globalité les patients. Ouais. Et ça, si tu veux, on ne peut plus. Déjà parce qu'on n'est plus assez, et de deux, parce qu'avec la technologie, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de technologie, puisque de la technologie à l'hôpital, il y en a énormément, mais là, si tu veux, ce n'est pas quelque chose du tout qui nous permet de mieux soigner les gens, au contraire. Parce que pendant que tu fais ça, tu n'es pas au lit du patient. Et quand il y a une sonnette, il y a un patient qui sonne, et ben ou le patient il attend, ou alors tu vas répondre à la sonnette, et quand tu reviens, le truc il s'est remis en veille. Donc rebelote. Wow. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux, quoi. Oui, puisque comme tout doit être sécurisé, tu es parti, en gros, après tu reviens pour allumer, quoi. Enfin, c'est pas adapté, quoi. L'idéal, déjà, c'est d'avoir le moins possible de patients chacun, parce que tout ce temps que tu perds là, avec le manque de personnel, si tu veux, quand tu te retrouves 2 au lieu de 3 infirmières, tu penses bien que c'est extrêmement difficile. Donc la solution, c'est effectivement remettre les soignants au lit du patient et non pas devant des ordinateurs, c'est vrai. Parce que comme on dit, hein, c'est les coulisses, hein, les gens ne voient pas les coulisses. Mais quoi qu'il arrive, nous, on part, notre travail est fait. Donc, on part plus tard, ou on a couru beaucoup plus, ou on a passé moins de temps auprès des patients. Moi, toute cette bureautique, c'est pas pour ça que j'ai fait le métier. Hein. Ouais. Donc, il y a trop de charges de travail pour pas assez de bras. Oui, oui, ça. Et là, le problème actuel, si tu veux, c'est que, par exemple, moi, quand il y a des heures supplémentaires qui sont demandées, pour mon service, parce qu'il n'y a pas, on n'est que 2 ou on n'est que 1, eh ben, on n'arrive pas à trouver assez de gens tous les jours. Moi, si tu veux, sur mon équipe, au lieu de être 3 infirmières, sur mon équipe en lundi mardi, on n'est que 2. L'idéal dans le service, on devrait être 10 infirmières de nuit, on n'est que 5. Donc, tu vois bien qu'aussitôt que quelqu'un est en repos, quelqu'un est malade, et on a des jours de repos de toute façon. Il nous faut toutes les nuits, il nous faut quelqu'un en plus avec nous. Donc, si tu veux, toutes les nuits, il nous faut une personne en heures supplémentaires ou quelqu'un de la suppléance. La suppléance, il n'y a presque plus personne. Quand je suis arrivée à l'hôpital Saint-Louis, on était à peu près une trentaine de la suppléance. Là, il doit rester 7-8 infirmières. Donc, tu vois, pour combler tous les trous d'un hôpital, ça ne suffit pas. Et si tu veux, on a des nuits où on ne trouve personne. Donc, l'autre jour, on a quand même, notre cadre a trouvé une intérimaire. C'est-à-dire une infirmière qui ne connaît absolument pas l'hôpital. Du coup, il faut tout lui montrer. Bon, ça nous aide tout de même. Mais si tu veux, ce n'est pas du tout comme quelqu'un qui connaît le service ou quelqu'un de l'équipe de suppléance, tu vois. Mais ils viennent d'où, ces intérimaires? Ils viennent d'où? C'est quoi leur formation? Elles sont diplômées, elles viennent des écoles d'infirmières et elles ont quitté leur poste et maintenant elles font des intérims. Elles font de l'intérim, en fait, pour pouvoir travailler les jours où elles veulent travailler et non pas avoir des jours imposés. Et pourquoi tu dis qu'elles ne connaissent pas l'hôpital? Parce que quand tu es intérimaire, tu as fait tes études dans un hôpital, mais ce n'est pas spécialement le nôtre. D'accord. Donc, ou alors très peu de stages en hôpital. Donc, si tu veux, nous, on se retrouve à travailler avec des gens qui sont de très bonne volonté, mais qui débarquent pour la première fois dans l'hôpital Saint-Louis ou dans le service. D'accord. Donc, il n'y a pas assez de fluidité au fait des nouvelles personnes qui arrivent à chaque fois, quoi. Ben oui. Ouais.
Et quand tu disais que les séjours à l'hôpital sont écourtés, c'est le fait de quoi Oui. ça en fait? Comment ça se fait? On écourte au maximum de nos jours les séjours des patients parce que on n'a pas assez de lits pour soigner tout le monde. Donc, il faut vraiment écourter, écourter, écourter pour pouvoir soigner le maximum de gens. Comme il n'y a plus assez de lits à l'hôpital, que tu comprends ce que je te dis. Ça fait plus de 20 ans qu'on ferme les lits à l'hôpital parce que ça coûte. En fait, c'est la masse salariale, c'est les infirmières, les médecins qui coûtent cher. Donc, on a dit, on va réduire le nombre de lits, comme ça, on aura besoin de moins de personnel. Tu vois? Et en plus, on va faire l'hospitalisation 2 jours. C'est-à-dire que les gens arrivent le matin, ils sont opérés, ils repartent le soir. Sauf que parfois, ils sont obligés de revenir dans la nuit ou le surlendemain parce qu'il y a des complications à l'opération, suite à l'opération. Et quand les gens étaient sur place, dans le lit, ils se faisaient opérer et qu'ils restaient quelques jours, on pouvait les surveiller que tout allait bien. Ben, c'était bien pour eux. Maintenant, les gens rentrent chez eux, s'il y a un problème 12 heures après l'opération, ben, ils reviennent. D'accord. Mais nous, Et on là, nous dit ça bouge aux urgences. qu'ils ferment les lits parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Alors, C'est ça le discours qu'ils disent. il y a depuis 20 ans donc une fermeture de lit, donc moins de besoin de personnel à embaucher. Et là, actuellement, effectivement, on ferme les lits parce que les gens désertent l'hôpital, à un point que ce n'est jamais arrivé. Ça, c'est vrai qu'on n'arrive pas à embaucher. Hein. Moi, je vois, pendant 20 ans, ça fait 21 ans maintenant que je suis à l'hôpital Saint-Louis, on arrivait toujours à remplir. Il y a des gens qui partaient, il y avait des gens qui arrivaient. Maintenant, les gens partent, il n'y a personne qui vient. On n'a pas d'embauche. D'accord. Mais le boulot, il est pas assez attractif. Alors, le boulot n'est pas déjà, bon, il y a les problèmes de salaire, hein, parce que, bon, si tu veux, on n'est pas que plus 3, mais c'était même après le Ségur, si tu veux, même après les 183 € d'augmentation, bah, tu regardes par rapport au salaire dans les pays voisins, on n'est vraiment pas encore au mieux. On était tout en bas. Maintenant, je ne sais plus exactement, mais on est à peine au milieu en fait des salaires. Donc, tu as des gens qui partent travailler à l'étranger, tu as des gens qui vont partir dans le privé, en clinique, tu as des gens qui vont être à domicile, qui vont se mettre à leur compte en tant qu'infirmière libérale. Comme ça, elles choisissent leur jour de travail et en plus, elles sont mieux payées. Ou alors, elles ne seront pas mieux payées, mais elles travailleront moins de jours. Enfin, tu vois, en fait, c'est un ensemble d'équipes. Parce que bon, maintenant, il n'y a plus d'équipe. Parce qu'avant, tu avais l'équipe de jour, tu avais l'équipe d'après-midi, tu avais l'équipe de nuit. Donc maintenant, avec ce changement-là, entre le jour et la nuit, et qu'en plus de ça, tu travailles avec des intérimaires ou pas d'intérimaires ou quelqu'un d'un autre service qui vient dépanner, tu n'as plus une réelle équipe. Tu ne sais plus avec qui tu vas travailler. Et ça, si tu veux, pour prendre des gens en charge correctement, il faut vraiment que l'équipe soit soudée et stable. Alors, si on propose aux gens des horaires fixes et si on leur dit, vous allez travailler dans tel service, quoi qu'il arrive, de telle heure à telle heure, avec un salaire correct, je peux t'assurer que là, les gens vont revenir. Parce que c'est vraiment les conditions de travail, parce qu'on était tous prêts, hein, on y croit, nous, à l'hôpital public, donc on est motivés pour aller y travailler. Mais au bout d'un moment, si tu veux, tu tiens pas avec un rythme pareil, avec une ambiance pareille, parce que les gens s'en vont et qu'on n'arrive pas à côté. Donc, c'est super difficile. Et en plus de ça, tu habites loin parce que tu n'as pas les moyens de te loger à côté de l'hôpital. Et en plus de ça, tu n'es pas bien payé. Donc, t'imagines, il n'y a aucun intérêt. Autant faire du libéral à côté de chez toi. Hein. Au moins, tu seras mieux payé, tu choisiras tes jours de travail. Et puis, tu ne seras pas dans des galères comme à l'hôpital. Est-ce que ça mène involontairement à de la maltraitance, ces Oui. conditions-là? Ah oui, bien sûr, puisque quand tu te retrouves à être obligé de courir pour être sûr que quand tes collègues
vont arriver, il faut que tu aies rempli tous les cases, etc., dans l'ordinateur. Bien sûr, tu passes moins de temps avec le patient s'il a envie de discuter avec toi, s'il a des soins. Bon, les soins, on les fait toujours quoi qu'il arrive, si tu veux. Mais en tout cas, c'est de la maltraitance de travailler vite, bien sûr. Et quand on n'est pas assez, on fait moins bien les choses. Quand, par exemple, on a beaucoup de patients, par exemple, qui sont incontinents à changer et qu'on n'est pas assez, ou bien qu'il y en a trop, le change, on va faire seul plutôt qu'à deux. Et à seul, si tu veux, c'est moins confortable pour le patient. Tu vois, tu fais moins bien les choses quand tu les fais seul que quand tu les fais à deux. Pour certains soins, je te parle. C'est pour poser un antibiotique, on peut le faire tout seul, hein, mais pour ce qui est de parfois des soins, remonter les patients, etc., c'est des choses pour lesquelles il faut qu'on soit à deux. Et parfois, malheureusement, on est tellement prises tout en même temps dans les chambres qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire seul. Et effectivement, oui, c'est de la maltraitance. Qui tend à se généraliser si on ne fait rien ou qui reste rare malgré tout? Comment tu jaugerais la chose? C'est sûr que si on n'améliore pas les choses, si on ne réembauche pas à l'hôpital, si on ne dit pas aux gens il faut revenir à l'hôpital, et surtout si on ne les incite pas à revenir, de toute façon, là, on est dans une période où tout le monde s'en va. Donc, de toute façon, s'il n'y a personne qui revient, à un moment donné, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Les lits ferment, hein, déjà en ce moment, effectivement, il y a des lits fermés dans des services à cause d'un manque de personnel. Moi, ça fait 2 ans qu'il y a, je crois, 6 lits de fermés dans le service où je suis. Sur 24 lits, il y en a 18 d'ouverts par manque de personnel. Donc, ça veut dire que les patients qu'on doit soigner, ils sont soignés en retard, hein, parce qu'on ne peut pas mettre 2 personnes par lit. Donc, Et malgré les prix, j'ai vu que Castex, là, dernièrement, il a doublé les heures supplémentaires. Malgré tout ça, il a doublé les heures supplémentaires parce qu'en fait, même les heures supplémentaires majorées à 50%. Donc, en fait, quand on vient en heures supplémentaires, on est mieux payé. Et là, pendant le Covid, à certaines périodes, depuis le Covid, elles sont majorées à 50%. Ça suffit plus. On est tellement peu et les gens sont tellement fatigués parce que tu peux faire des heures supplémentaires si tu veux, mais tu peux pas faire que ça parce qu'il faut que tu te reposes. Tu fais déjà tes 35 heures. Après, tu prends sur toi, tu vas faire des heures supplémentaires parce que tu sais très bien qu'autrement, ta collègue, elle va se retrouver toute seule ou elles seront qu'à 2 au lieu de 3. Donc, tu fais des heures supplémentaires. Bon, c'est assez attractif, hein. Mais là, il y a tellement besoin. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout faire d'heures supplémentaires, par exemple. Et là, on essaye de les faire venir faire des heures supplémentaires en les majorant à 100%, c'est-à-dire en étant payant du double. Mais le double de rien, je veux dire, si tu n'as personne pour les faire, les heures sup, tu peux toujours les payer 10 000 euros. Il n'y aura toujours personne. Ah oui, même… Donc, même 10 000 euros. Je veux dire, si tu n'as personne pour la faire, la nuit supplémentaire, tu peux toujours dire que tu vas la payer. Tu vois, il n'y aura toujours personne. Ouais. Mais est-ce que la T2A, la tarification à l'acte, n'a pas mené à ce problème-là? C'est-à-dire qu'être rémunéré à l'activité, toujours plus de patients, plus d'actes à faire, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que ça incite pas du coup à enchaîner les patients, du coup, cette T2A? Je peux fumer ma cigarette discrètement. Ouais, mets-toi à l'aise, hein, tu es chez toi. Alors, mon point de vue là-dessus, moi, si tu veux, la T2A, c'est pas moi qui la gère, hein, c'est surtout un problème de médecins parce que eux, ils sont plus au fait de tout ça. Mais c'est vrai que du coup, la T2A, ça a incité des services, des hôpitaux et des cliniques, hein, à se spécialiser dans des actes médicaux ou chirurgicaux qui rapportaient. Si tu veux, une greffe de rein rapporte beaucoup d'argent. D'accord. Donc, il s'adapte en fonction de ce que ça rapporte. Mais à côté de ça, ça peut inciter des médecins. Oui, il faut qu'il y ait de l'argent, que ça rapporte, donc à prescrire des examens, prescrire des actes que les gens n'auraient peut-être pas besoin. Mais comme on te dit, l'année dernière, en fait, vous avez travaillé tant
Si vous voulez avoir une dotation pour l'année d'après, il faut que vous fassiez plus. En fait, il faut toujours plus faire d'actes pour avoir en fait plus d'argent l'année d'après. Sinon, si jamais, par exemple, je vais Ah dire oui, ça se passe comme ça. par exemple, bah oui, bah oui, c'est ça. Par exemple, dans un service, je veux dire, tu fais une greffe de rein par jour, ou une greffe de foie, ou n'importe quoi. Et puis, il y a le Covid, l'année d'après. Et là, bah, les greffes de foie, les greffes de rein, bah, tu les fais plus, ou tu en fais beaucoup moins, puisque tu as moins de lits, parce qu'il y a eu le Covid, parce que les gens ne viennent pas se faire opérer, parce que tout est concentré sur le Covid. Donc là, du coup, la greffe, on va dire, bah, vous n'avez rien fait. Donc, vous n'avez pas besoin de tout l'argent que vous aviez il y a 2 ans pour fonctionner, puisque l'année dernière, vous n'avez pas travaillé. Ah, Ou en gros, c'est ce système-là. ah j'arrive à comprendre, ouais, ok. Et il y a le plan de financement de la sécurité sociale qui est en fait alloué au début de l'année, au mois de janvier. C'est quelque chose de prévisionnel, mais on ne sait pas. On ne sait pas qui va tomber malade, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'année. En fait, c'est trop. Une fois que c'est donné, si tu veux. Il n'y a pas moyen. On n'a pas assez d'argent en fait pour fonctionner. L'hôpital n'a pas assez d'argent pour fonctionner, ni plus ni moins parce qu'il y a de plus en plus d'actes qui sont faits à l'hôpital, parce qu'il y a de moins en moins de médecins dans le privé, il y a de moins en moins de cabinets, etc. C'est comme chez toi. Oui, donc alors voilà, la population vieillit, tu es d'accord avec moi? Oui. Donc on a plus de pathologies, en fait, bah, plus les gens vivent vieux, tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Plus ils sont malades, en gros. Hein. C'est rare la personne qui arrive à 95 ans et qui n'est jamais tombée malade. Ça arrive, mais ce n'est pas la majorité. Et qui a toutes ses Donc, dents. la population vieillit, on est de plus en plus en France et le nombre de lits hospitaliers a fermé. Donc, tu vois, le problème, à un moment donné, ça bouge. Donc, tout ça, une population qui vieillit, une population qui augmente et des lits qui ferment, c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr, Sciences Po, Mathsup et compagnie. C'était sûr que ça devait arriver. D'accord. Et surtout, avec le Covid, des services qui n'étaient pas destinés au Covid sont devenus Covid. Oui. C'est ça? En gros, la moitié de l'hôpital est devenu secteur Covid. Or que nous, au départ, on a un service d'infectieux qui est à peu près de 25 lits. Et là, ça s'est mis à déborder. Donc, au début, c'était ce service-là. On a augmenté le nombre de lits dans ce service-là. Après, c'était les services d'à côté. Ensuite, ça a été les réanimations aussi en même temps. Hein. La réanimation médicale, on a demandé à la réanimation chirurgicale de prendre des gens en Covid. Donc, en fait, pendant ce temps-là, on n'opérait plus les gens. Ah oui. Ah bah oui, parce que nous, en fait, là, quand on a des patients Covid bah, dans les services, on n'opère pas, on ne fait plus de chimio. Bah voilà. Ça va de soi. Hein. Un lit, c'est pour une personne. Voilà. Donc, quand on a des patients Covid dedans, à la première vague, si tu veux, la moitié de l'hôpital était devenu service Covid. Et donc, bah, pendant ce temps-là, on n'a pas pu soigner les gens qui attendaient les chimios, les cancers. Les opérations ont été retardées. Et tu penses qu'il y a eu des victimes collatérales du Covid, c'est-à-dire qu'il y a eu des morts qui n'étaient pas Covid, mais, par exemple infarctus, AVC, etc., qui sont morts par manque de… Oui, déjà, il y a des gens… Moi, j'ai vu des gens qui ne voulaient pas venir, qui ne sont pas venus faire leur traitement de chimio, alors qu'on aurait pu, mais ils ont refusé de venir parce qu'ils avaient peur du Covid à l'hôpital. Déjà, il y avait déjà ça. Et puis, en fait, quand tu as un patient Covid qui arrive dans ton service, tu as un patient qui doit arriver le lendemain matin pour une chimio. Qu'est-ce que tu fais? Le lit est pris. Tu appelles et tu dis, écoutez, là, votre chimio est reportée, monsieur. Et pendant ce temps-là, la tumeur avance. Hein. C'est le cancer. Ah oui. Il ne prend pas de RTT. Hein. Et ça, c'est le résultat d'une politique de suppression de lits en amont avant que ça arrive? C'est une des conséquences? Disons que ça a été… après, tu ne peux pas… Et d'ailleurs, ça n'a pas aidé puisque en 2020, il y a eu encore 5700 lits qui ont été supprimés.
Je vois que tu es bien renseigné. Et Ouais. toi, pourtant, on avait dit qu'on ne fermerait plus de lits. Hein. Au niveau du ministère, ils avaient dit qu'ils arrêtaient la fermeture des lits. Eh ben non. Et là, bon, bah, c'est toujours la même volonté politique. La santé coûte cher, visiblement, pour le gouvernement. Donc, on va vers une privatisation, tu penses? Bah, écoute, dans mes heures noires, dépressives, oui, je pense ça. Ouais, mais il faut être optimiste. Bah, moi, si tu veux, comme je suis toujours dans l'action, ça me permet de garder mon optimisme. Mais est-ce que vraiment, il n'y a pas la volonté, effectivement, de tout faire glisser pour le privé? Sauf que dans le privé, bah, tu te fais opérer la journée dans une clinique, hein, tu retournes le soir parce que tu saignes. Bah non, il n'y a pas d'urgence. Donc, tu vas à l'hôpital d'à côté. Donc, en plus, on est obligé de soigner les gens qui se sont fait opérer ailleurs, tu vois. Parce D'accord. qu'il y a pas, il y a toutes les les cliniques n'ont pas un service d'urgence. D'accord. Donc, ils ne reprennent pas leurs patients en cas de D'accord. problème. Et est-ce qu'il y a eu aussi des soignants suspendus, mis à pied parce qu'ils n'ont pas voulu faire le vaccin? Oui, il y en a eu, mais moi, personnellement, je n'en connais pas. Hein. D'accord. Dans mon hôpital, non, il y a eu des récalcitrants, des gens qui ont attendu vraiment le dernier moment. J'ai entendu des gens pleurer, oui, tu te rends compte, je ne vais pas me faire vacciner, comment je vais faire, ce métier que j'ai voulu faire, j'ai pu pouvoir le faire, je suis, voilà, je suis démoralisée, voilà. Bah oui, bah, tout compte fait, ils sont quand même fait vacciner. Hein. Comme quoi, Donc, ils ont chouiné pour rien. ça reste entre ils sont venus surtout chialer dans mes bras. Et du coup, là, comment ça se passe à l'heure actuelle, à l'aune de la 5e vague? C'est quoi la situation? Comment ça se passe là? Comment tu vis la La 5e vague? situation, c'est que tu vois bien que notre directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris a donc proposé de racheter des jours de congé à des collègues, c'est-à-dire ne prenez pas vos jours de congé, on vous les rachète. Donc c'est ça les 2 000 € de 10 jours de congé. Il te propose en fait de racheter des jours, de ne pas poser tes vacances et du coup de donner de l'argent. Sauf que les gens sont fatigués. Tu vois. Ils Et sont sur le recul. ça, il annonce ça cette année, mais ça fait des années que ça dure parce qu'on n'est tellement pas assez que si tout le monde prenait ses jours de repos réels, on est obligé, si tu veux, de les mettre sur un compte épargne-temps parce qu'on ne peut pas poser nos jours de repos. Ah ouais. Et donc, arrivé un moment, il propose aux gens qui en ont tellement de leur payer. Mais alors, du 20 € de l'heure brute. Hein. Donc, ça ne va pas. C'est pas le loto. Et t'es pas épuisé? T'es pas sur les rotules là depuis tout ce temps? Ça va? Bah écoute, Comment tu oui, tiens? On est fatigué, mais on y croit. D'accord. Mais moi, j'ai des collègues qui sont très fatigués, j'ai des gens qui partent en dépression. Et oui, ça existe. Hein, ça, c'est clair. Hein, c'est pas rare du tout. Hein. J'ai 2 jeunes là, dans mon service qui ont fait tous les deux, qui ont été arrêtés à un bon moment. 3, des jeunes. Hein. Des jeunes et jeunes diplômés qui ont eu un burn-out. Donc, une de mes collègues a été arrêtée pendant 2 ou 3 mois et les autres pendant 1 mois chacun. Voilà. D'accord. Et tu penses pas aussi que c'est générationnel, que les jeunes générations ont moins les épaules que les anciennes? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense surtout qu'ils arrivent dans une. On leur a vendu Du rêve? le public, voilà. Et quand ils sont arrivés, en fait, on leur a dit oui, vous allez voir, on a des soins palliatifs, etc. Tout se passe bien. Et puis en fait, ils se sont aperçus que l'équipe n'était pas au complet, ou bien que n'allait pas être au complet longtemps, qu'il y avait une grosse charge de travail et qu'on n'avait pas les moyens en fait de s'occuper correctement des gens, parce que s'occuper des gens sur leur fin de vie, oui, mais encore faut-il avoir les moyens, parce que si c'est pour ça demande énormément de temps si tu veux bien t'occuper des gens. Donc en fait, quand tu pars tous les soirs 1 heure ou 1h30 ou 2 heures en retard, si tu t'es pas arrêté pour manger, excuse-moi, mais tu tiens pas une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Enfin voilà, ça c'est une fatigue qui s'accumule,
qui pourrait être évité. Hein, si tu as toujours le même rythme, tu te lèves toujours à la même heure et que tu te couches toujours à la même heure, tu vis beaucoup mieux qu'un jour, quand il faut que tu te lèves à 5 heures du matin pour être à 7 heures au travail, et puis la semaine d'après, c'est arriver à 13 heures. Enfin, tu vois, il faut se recaler à chaque fois. Ouais, c'est une organisation perpétuelle, en fait. Il n'y a pas de stabilité. C'est tout le temps, tout le temps. Voilà, ça, il n'y a pas de stabilité au niveau des équipes, au niveau du rythme de travail. D'accord. Et tu te rappelles au début quand vous applaudissez tous les soirs? Ah, c'est fini, ça. Oui. C'était juste symbolique? Moi, je suis ni pour ni contre. Les gens, après, non, mais tu moi, ne trouves pas que la population en général n'est pas assez solidaire avec les soignants ou qui… Alors là, bon, écoute, pour une fois qu'ils pensaient à nous, c'est très gentil. Hein, moi, j'entends toujours, oui, c'est formidable votre métier, etc. Encore ce matin, je suis allée faire une ou deux courses pour Noël. Mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas sensibilisés ils pensent que ça va bien, voilà. pas tant que ça. Que les gens croient qu'on a toujours le meilleur système du monde. Alors moi, si on a le meilleur système hospitalier du monde ou de soins du monde, bah, je m'inquiète pour les autres pays. Hein. Parce que là, excuse-moi. Ouais. Mais oui, mais après, bon, moi, si les gens applaudissent, moi, j'applaudis les gens qui ont des métiers, les éboueurs, les gens qui ont continué à s'occuper à domicile des personnes âgées. Enfin, voilà. Il y a plein de gens qui ont fait tourner la boutique, hein, comme on dit. Après, moi, j'ai rien contre. Le problème, si tu veux, c'est qu'effectivement, moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens ne se mobilisent pas avec nous. Alors, il y a des gens qui se mobilisent avec nous. Toi, par exemple, tu étais là le jour de la matinée. Mais j'arrive pas à comprendre qu'ils ne se mobilisent pas avec nous. On a réussi à mobiliser des gens pour la retraite. Je sais, c'était aux manifestations, j'en ai raté 2. Hein. Mais tu cumules les manifs, tu fais plusieurs, tu es sur plusieurs services de manifestation. C'est en équipe de suppléance de manifestation. Tu as besoin d'une manifestante avec une pancarte, hop, tu m'appelles. Donc, oui. Donc, si tu veux, je crois que les gens ne se rendent pas compte de nos conditions de travail et des difficultés qu'on a. Et ça, du coup, par contre, oui, quand ils arrivent aux urgences et qu'ils restent 48 heures, 72 heures sur un brancard parce qu'il n'y a pas de lit là-bas, il n'y a pas de lit pour les mettre. Quand tu as des gens de 95 ans qui se retrouvent 2 ou 3 jours sur un brancard, là, oui, après, les gens ils vont se rendre compte de ce qui se passe. Mais autrement, je ne pense pas que les gens s'en rendent compte. Ils pensent que, voilà, ils sont malades, ils vont y aller, et tout va bien se passer. Et nous, on fait tout, effectivement, pour que tout se passe bien, mais c'est à quel prix, quoi. C'est ça. Mais c'est triste de se dire qu'il faut qu'ils le vivent pour qu'ils le comprennent. C'est-à-dire que… Ouais, mais voilà, mais tu sais, ça, une fois qu'en plus, ils sont sortis de l'hôpital, je crois qu'ils vont oublier, tu vois. Enfin, ouais. Ils n'ont pas autre chose à penser, quoi. Et là, durant la 5e vague, est-ce que la moitié des services sont devenus Covid? Comment ça se fait? Encore, non. Ah. Il y a de plus en plus, il y a la réanimation médicale qui, la semaine dernière, débordait. Donc, il y avait des patients Covid dans la réanimation chirurgicale. Je crois aussi un peu au niveau des brûlés. Il y a 3 services qui reçoivent des Covid actuellement. Il y en a beaucoup, du coup, de patients. Mais là, pour le moment, en tout cas, je te parle de la semaine dernière, hein, parce que tu sais, avec le Covid, ce qui est bien, c'est que c'est jour après jour. Hein. C'est souvent plus qu'hier, moins que demain. Hein. Donc là, je reprends ce soir, donc je ne peux pas te dire comment c'est aujourd'hui dans mon hôpital, mais bon, écoute, on va voir. Hein. D'accord. Je ne suis pas Madame Soleil. Mais tu rayonnes. Je tenais à te dire que tu rayonnes. Oh là là, qu'est-ce que tu es gentil. Mais dernière question, est-ce que tu aimes ton métier, Sylvie? La dernière question. Comment? Je crois, oui. Bah, c'est pour ça que je continue à le faire. Je pourrais être en retraite à l'heure qu'il est. Si j'avais voulu, j'aurais pu prendre ma retraite.
Ah, c'est vrai? Donc, je continue. Bah, j'ai 58 ans, j'aurais pu la prendre à 58 et demi, j'aurais pu la prendre à 57. Alors bon, j'aurais pas eu beaucoup de sous. Mais si vraiment, j'ai des collègues à 57 ans, elles n'avaient pas toutes leurs années, mais elles l'ont prise. À 57 ans, elles l'ont prise. Moi, je continue parce que j'adore mon métier et je veux être là le jour où on sauvera l'hôpital public. Je veux être là. Bah, j'espère que tu seras là. Avec les banderoles. Bon, ok, bah merci en tout cas, bon courage à toi. Tu es vraiment très courageuse, hein. C'est lui, hein, je tenais à te le dire. Oh, écoute, on est Ah, mais c'est tous vrai, courageux. pour Plus ton ou âge. moins, en fonction de notre métier, les gens prennent leur métier à cœur à l'hôpital public, je peux t'assurer en tout cas. Et D'accord. au moins, on ne peut pas nous accuser qu'on va travailler pour l'argent à Ouais. l'hôpital public. C'est Déjà. vrai, c'est vrai. Bon, bah, C'est je te bien qu'il y a remercie. autre chose qui nous pousse. Bon, je compte sur toi pour m'envoyer tout ça, et puis surtout avec la tempête dans le dos. Hein. Ah, Ça, t'inquiète celle-là, pas, je vais te tu vas l'envoyer. encore de l'avoir. Je vais te Et toi, l'envoyer. tu me tiens au courant de tes études. Moi, de mon côté, je te tiens au courant s'il y a des avancées importantes. D'accord, Des bah choses merci. comme ça. Merci beaucoup. Ok, Passe une bonne soirée, joyeux Noël, bonne fête et bonne fête de fin toi d'année. aussi. Et merci de t'intéresser au problème. Ah, de rien, y a pas de souci. Merci. Bisous, bisous, bon Noël. Ciao.